Bonjour, bienvenue à cette nouvelle leçon de notre cours d'introduction à la programmation en C++. L'objectif de cette nouvelle leçon est de vous apprendre à organiser votre code en le modularisant à l'aide de ce qu'on appelle des fonctions. Les fonctions font partie des aspects de traitement, au même titre que les expressions et opérateurs et les structures de contrôle que nous avons vues précédemment. En règle générale, les fonctions opèrent sur des données et en retour, les données vont influencer nos fonctions. Jusqu'à maintenant, les programmes que vous avez écrits étaient constitués d'une séquence linéaire d'instructions, sans organisation plus globale et sans partage des tâches répétées. Par exemple, si la tâche consistant à demander un nombre à l'utilisateur, comme le fait le code suivant, devait être exécutée plusieurs fois dans notre programme, par exemple pour demander une fois un nombre de points, une fois un temps, une fois un âge, que feriez-vous ? Vous pourriez être tenté de recopier le code autant de fois que nécessaire aux endroits appropriés, mais évidemment, ceci est une très mauvaise solution. Il ne faut jamais dupliquer de code en programmant, ne soyez pas tenté par le copier-coller, ce que vous voudriez recopier doit être mis dans une fonction. Pourquoi ne faut-il jamais dupliquer du code? Cela rend le programme inutilement long, difficile à comprendre et surtout difficile à maintenir. Il faudrait reporter chaque modification dans chacune des copies. C'est pour ça que tout bon langage de programmation fournit des moyens pour permettre la réutilisation de portions de programme. Et en C++, ça se fait en utilisant des fonctions. Considérons par exemple le programme suivant. Ce programme commence par demander un nombre de points obtenu par un joueur, et vous pouvez constater qu'il utilise pour cela une boucle de while pour forcer l'utilisateur à entrer une valeur entre 0 et 100. Ensuite, le programme continue en demandant à l'utilisateur d'entrer le temps utilisé par le joueur. Cette fois-ci, c'est une valeur entre 1 et 60. Puis, à partir du nombre de points obtenus par le joueur et du temps qu'il a utilisé, le programme calcule le score du premier joueur. Ensuite, le programme répète ces opérations pour un deuxième joueur. Il demande un nombre de points, un temps, et calcule le score du deuxième joueur. Finalement, le programme compare le score des deux joueurs pour pouvoir annoncer si c'est le joueur 1 ou le joueur 2 qui a gagné. Vous pouvez donc constater que dans ce programme, le code qui consiste à demander un nombre de points, un temps et de calculer un score à partir du nombre de points et du temps est répété deux fois, une fois par chacun des deux joueurs. Dans un cas comme celui-là, il faut utiliser une fonction pour éviter la duplication du code. Pour cela, je vais d'abord mettre de côté le code qui m'intéresse. Le code qui m'intéresse, c'est ici le code qui demande un nombre de points, un temps et qui calcule un score. Donc je vais mettre de côté ce code, par exemple ici, et ce code va constituer ce qu'on appelle le corps de ma future fonction. Ce corps, il va falloir le nommer pour pouvoir y faire référence dans le reste du programme. Je vais l'appeler ici saisie et calcul, et ça va devenir le nom de ma future fonction. Je veux maintenant que ma fonction puisse fournir un résultat au reste du programme. Le résultat dans cet exemple, c'est le score du joueur qui a été calculé par la fonction. Alors, je vais commencer par enlever les références au joueur 1, puisque ma fonction est maintenant valable pour n'importe quel joueur. Et je vais utiliser le mot-clé return suivi du nom de la variable score joueur pour dire que ma fonction doit fournir la valeur contenue dans la variable score joueur. Alors ne vous inquiétez pas, on verra ça en détail dans la suite du cours. Ma fonction peut donc fournir une valeur au reste du programme. Cette valeur a un certain type. Il faut que je signale au reste du programme quel est ce type. La valeur retournée par ma fonction, c'est la valeur qui est contenue dans la variable score joueur. Score joueur a été défini de type double, et donc il faut que je signale que ma fonction va renvoyer une valeur de type double. Et ça se fait en rajoutant
avant le nom de la fonction, le type renvoyé, le type de la valeur renvoyée, qui est ici double. Un autre aspect des fonctions est qu'elles peuvent utiliser des valeurs fournies par l'extérieur pour pouvoir fonctionner. Notre fonction saisie et calcul est relativement simple et elle n'a pas besoin encore de telle valeur. Et pour signaler cela, il faut mettre à la fin du nom de la fonction une parenthèse ouvrante suivie d'une parenthèse fermante. Et notre fonction est complète. Je vais maintenant utiliser ma fonction saisie et calcul pour demander à l'utilisateur un nombre de points, un temps et calculer le score du joueur 1. Donc pour cela, je vais retourner à l'endroit où j'avais extrait le code que j'ai utilisé pour créer ma fonction, c'est-à-dire ici. Je vais déclarer une variable qui va contenir le score du joueur 1, et je vais utiliser ma fonction que j'avais appelée saisie et calcul, et ça va s'écrire de cette façon-là. L'instruction que je viens de créer ici est donc une déclaration de la variable score joueur 1, et j'initialise cette variable en utilisant la fonction saisie et calcul. Et cette utilisation s'appelle un appel de fonction. L'appel va fournir le résultat de l'exécution de la fonction, c'est-à-dire ici le corps du joueur, et cette valeur peut ensuite, par exemple, être stockée dans une variable, comme c'est le cas ici. Je peux faire exactement la même chose pour le second joueur, donc c'est-à-dire je peux enlever le code qui correspond à ma fonction, c'est-à-dire celui-ci, et le remplacer par un appel à ma fonction saisie et calcul pour initialiser la variable score joueur 2. Et vous pouvez remarquer que le code maintenant est beaucoup plus concis. Pour l'instant, ma fonction saisie et calcul est définie au début du programme, c'est-à-dire ici, mais je pourrais la définir à un autre endroit du programme, par exemple à la fin, comme ceci. Mais si je veux utiliser ma fonction pour initialiser les variables score joueur 1 et score joueur 2, il faut que le compilateur connaisse cette fonction au moment de l'appel de la fonction. Et donc pour cela, pour pouvoir déclarer ma fonction avant son appel, je vais juste répéter la première ligne de la définition de ma fonction, mettre cette première ligne avant l'appel de la fonction, quelque part ici, et terminer cette ligne avec un point-virgule. Et donc de cette façon, maintenant, au moment de l'appel de ma fonction, le compilateur connaît déjà le nom de la fonction et le type du résultat de la fonction, c'est-à-dire double ici. Cette ligne qui déclare une fonction s'appelle un prototype de fonction. Créer la fonction saisie et calcul m'a permis d'éviter de dupliquer du code, mais c'est aussi intéressant d'utiliser une fonction pour pouvoir se concentrer sur un aspect un peu difficile du programme, comme par exemple ici, le calcul du score du joueur. Donc je vais extraire, comme avant, le code qui calcule le score du joueur, et puis à partir de là, je vais créer une fonction de la même façon que pour ma fonction saisie et calcul. Cette nouvelle fonction va renvoyer le score du joueur, donc une valeur de type double. Je vais appeler cette nouvelle fonction tout simplement score, et pour l'instant, je vais faire suivre le nom de la fonction par une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Je vais mettre le code que je viens d'extraire entre accolades, et comme avant, je vais utiliser le mot-clé return pour dire que ma fonction doit fournir le score du joueur. Ça va s'écrire de cette façon-là. Maintenant, la différence par rapport à ma première fonction saisie et calcul est que cette nouvelle fonction score a besoin de la variable nb points et la variable temps pour pouvoir calculer le score du joueur. Et pour cela, je vais rajouter entre parenthèses ces deux variables-là. Ça va se noter de cette façon-ci. Ce que je viens de rajouter entre parenthèses, ici, ça s'appelle des
paramètres, ce seront les paramètres de ma fonction. Comme avant, je vais retourner là où j'ai extrait le code pour créer ma fonction score, pour pouvoir appeler cette fonction score. Je peux le faire par exemple juste après le mot-clé return. Je vais appeler ma nouvelle fonction score. Cette nouvelle fonction a besoin du nombre de points, qui est la variable ici, et le temps de jeu que je vais mettre ici entre parenthèses. En résumé, j'ai d'abord identifié le code qui devait être mis dans une fonction. J'ai extrait ce code pour pouvoir créer ma nouvelle fonction que j'ai nommée. J'ai identifié ce dont avait besoin en entrée ma fonction pour pouvoir fonctionner. J'ai aussi identifié ce que devait fournir ma fonction au reste du programme. Et maintenant, je peux remplacer la partie du code que j'ai extrait par un appel à ma fonction. Une fonction est donc une portion de programme réutilisable, comme la fonction saisie et calcul, ou importante en soi, comme la fonction score. Elle est caractérisée par un core, qui est la portion de programme réutilisée ou à mettre en évidence. Elle est aussi caractérisée par son nom, qui va permettre de faire référence à cette fonction. Elle peut avoir des paramètres, qui sont l'ensemble des variables extérieures à la fonction, dont le core a besoin pour fonctionner. La fonction peut également renvoyer une valeur en retour, et cette valeur doit avoir un type. Et finalement, l'utilisation d'une fonction dans le reste du programme se nomme un appel à la fonction. Une fonction a donc trois facettes. Tout d'abord, son prototype, qu'on peut voir comme un résumé de ce que doit faire la fonction, puisqu'il contient son nom, ses paramètres, qui correspondent aux valeurs dont a besoin la fonction pour pouvoir fonctionner, ainsi que le type de la valeur que va fournir la fonction. Un deuxième aspect est la création effective de la fonction, ou sa définition, qui commence comme le prototype, mais qui contient également ce qu'on appelle le corps de la fonction, et qui est le code qui va être exécuté quand on utilise la fonction. Le dernier aspect est donc l'utilisation de la fonction, ou son appel, où on va utiliser la fonction en lui donnant des valeurs effectives pour ses paramètres. La fonction va fournir une valeur qu'on va pouvoir, par exemple, affecter à une variable. En pratique, le programmeur concepteur, c'est-à-dire la personne qui va écrire la définition de la fonction, n'est pas forcément la même personne que le programmeur utilisateur, c'est-à-dire la personne qui va utiliser la fonction. Le programmeur utilisateur n'a pas à connaître le corps de la fonction. Tout ce dont il a besoin de connaître, c'est le prototype de la fonction pour pouvoir l'appeler. Et le prototype sert donc d'accord entre le programmeur utilisateur et le programmeur concepteur. Le programmeur utilisateur doit respecter le prototype de la fonction quand il appelle la fonction, et le programmeur concepteur va s'arranger pour que le prototype corresponde au problème que le programme utilisateur veut résoudre en appelant la fonction. Prenons un nouvel exemple de programme qui utilise une fonction moyenne pour calculer la moyenne de deux valeurs. Je pense que vous êtes maintenant en mesure d'identifier les trois facettes de cette fonction moyenne dans ce nouveau programme. Nous avons tout d'abord ici le prototype de la fonction, et vous pouvez remarquer que la fonction a deux paramètres qui correspondront aux deux valeurs dont on veut calculer la moyenne. Ces deux valeurs sont ici de type double. Leur moyenne sera donc également de type double. La valeur fournie par la fonction moyenne
sera également de type double. Nous avons ensuite ici un appel à notre fonction moyenne. On peut bien appeler cette fonction moyenne à cet endroit du programme, car le prototype a été placé avant dans le programme. Cette fonction, on lui donne la valeur de deux variables, des variables note1 et note2, qui ont été demandées à l'utilisateur précédemment ici. Et cette instruction affiche donc la valeur fournie par la fonction moyenne. Nous avons finalement ici la définition de la fonction avec son corps, c'est-à-dire le code qui définit comment la fonction va calculer effectivement la moyenne des deux valeurs. Nous allons donc maintenant détailler ces trois aspects, ces trois facettes des fonctions.